propositions et il nous semblait important de rencontrer, de faire, commencer à faire un premier, à la fois un bilan et une prospective sur ce qui pour nous va ou ne va pas et d'assumer publiquement aussi notre rôle de groupe d'opposition, puisque les conseils municipaux se passent un peu en situation fermée, parce que maintenant, avec l'histoire du Covid, il n'y a plus de public. D'abord, au nom de tout le groupe, je voulais vous souhaiter une bonne année 2021 et la souhaiter à l'ensemble des Sétois. Alors, on dira bonne année et surtout meilleure que l'année dernière. On l'espère, hein, on espère que nous allons avoir une année où les problématiques de Covid, de santé seront peu à peu résolues. Et une année où on pourra retrouver tout ce qui manque, c'est-à-dire le lien social, l'accès à la culture, la joie de sortir, d'aller boire un coup, d'aller manger quelque part, ne serait-ce que de se promener, de retrouver les siens et de leur claquer la bise. Parce que le contact humain nous manque à tous. Et on pense particulièrement à tous ceux qui ont moins de chance peut-être que nous, parce que situation sociale et situation peut-être solitude aussi, et en tout cas des situations sociales qui se sont accentuées dans la difficulté. Et l'impact, on sait et on connaît l'impact que peut avoir, que va avoir cette période de crise sanitaire, à la fois sur la vie économique de notre territoire, donc sur la vie de tous les jours de nos concitoyens. Donc là-dessus, nous avons absolument voulu axer notre dernier papier sur la solidarité dans le 7.fr, il me semble que c'était, parce que le rôle des collectivités, c'est aussi d'amortir et de travailler sur la solidarité et d'être là, le rôle des collectivités, le rôle des services publics, d'amortir et d'accompagner les gens, les individus dans leurs difficultés de tous les jours, les commerçants, le monde économique, etc., le monde conchylicole, la pêche. Et je pense que l'aglo et la ville l'a fait, certes, mais nous sommes très très étonnés par le budget que nous avons voté lors du dernier conseil municipal. Je pourrais dire que pour moi et pour nous, c'est un budget antisocial, particulièrement sur deux points. Le premier point, c'est le CCAS. En 2020, le CCAS avait à peu près 6 700 000 euros de crédit propre. Et pendant la crise, on lui a voté un budget supplémentaire de 450 000 euros. Ce qui fait que pour 2020, le CCAS a fonctionné avec un budget de 7 150 000 euros en gros. L'objectif du CCAS, c'est d'accompagner, c'est d'amortir la crise, c'est de travailler sur le logement, sur l'habitation, sur l'alimentation, sur les accompagnements de la parentalité, tout ce qui peut se détériorer pendant des périodes de crise sociale et de crise économique. Et il se trouve que pour 2021, nous avons voté un budget de 6 296 000 euros, ce qui fait presque 1 million de moins pour l'outil principal, le bras armé du travail social de la mairie. Ça, c'est la première des incompréhensions que nous avons. Et la deuxième incompréhension, c'est la baisse au niveau associatif. 600 000 euros de moins. 300 000 euros peuvent s'expliquer puisque le MC7 est passé au niveau de l'aglo. Voilà, mais et que c'était estimé comme ça. Mais il y a quand même une grosse baisse. Et quand on regarde de près le budget alloué aux assos, il n'y a pas de hausse sur les associations qui ont été en première ligne pendant ce moment de crise, toutes les associations caritatives, les associations humanitaires qui ont été sur le pont, qui continuent de l'être. Je pense par exemple à ce qui se passe actuellement, hein, quand toutes les maraudes qui travaillent et qui alimentent des gens qui sont à la rue dans cette crise sanitaire et en plus en pleine période hivernale, je pense aux expulsions de SDF et je pense au taux de chômage qui était à 25% dans notre ville et on le sait, on a anticipé, hein, on sait que ça va augmenter. Les associations qui sont un matelas, hein, et qui accompagnent, et qui permettent aussi d'amortir et d'accompagner les gens, voient leur budget diminuer.
Donc, ça reste pour nous un budget qui n'anticipe pas, qui est complètement antisocial, qui n'est pas la réponse à la crise actuelle et qui donc, bien évidemment, nous ne l'avons pas voté. Voilà. Je ne vous parle pas des impôts qui restent très importants par rapport aux villes de la même strate et qui n'ont pas réellement baissé. Donc, ce n'est pas une ville qui joue l'atout social, l'atout accompagnateur. Hein, c'est une ville qui prend une tournure que nous, gens de gauche, n'avons pas choisi et n'accompagnerons pas. Ouais. Comme nous avons décidé de ne pas être... Je ne vais pas prendre la parole uniquement, donc je vais la répartir, la donner, après la répartir. Chacun la prendra de façon à ce que le maximum d'entre nous s'exprime. Et je passe la parole à Sébastien. Bien, bonsoir, merci d'avoir répondu à cette invitation en plein week-end. Pour faire vite et en style un peu télégraphique, au-delà des vœux auxquels je m'associe, vous avez face à vous un groupe d'opposition, mais qui veut être aussi un groupe de proposition. Et nous avons déjà essayé, d'ailleurs, avec les moyens qui nous sont offerts, qui sont limités, mais quand même en conseil municipal, de faire des propositions, de faire des amendements pour la première fois d'ailleurs dans ce mandat. Ça a été fait notamment à l'initiative de Laura Seguin, par exemple, sur le règlement intérieur ou sur d'autres sujets. Et ça, c'est vraiment aussi pour dire qu'on essaye aussi de répondre à une attente des citoyens qui ne veulent pas simplement des opposants, mais des gens qui essayent de construire. Ce groupe d'opposition aussi, je veux quand même rappeler qu'il est le fruit d'une union de raison, d'abord, parce que nous avions la conviction que l'heure était grave et qu'il fallait s'opposer et tenter d'empêcher un quatrième mandat de François Comène, parce que notre crainte, c'était que ce mandat soit celui de toutes les dérives et de tous les dangers, parce que le cumul des mandats dans le temps, c'est souvent le risque justement d'une dérive du pouvoir, et j'y reviendrai très rapidement. Dire aussi que ce groupe, il a conservé son unité à ce jour, malgré le fait aussi qu'il est quand même aussi exemplaire d'une grande diversité, y compris politique. Hein. Moi, je suis un homme de centre-gauche, il y a d'autres qui sont engagés, on dira plus à ma gauche, d'autres non pas plus à ma droite, mais plus clairement sur une option d'abord écologique avant sociale, mais aussi avec une certaine liberté, puisque sur certains votes, même si nous votons à 99%, de la même manière, parfois il peut aussi y avoir des nuances, donc aussi ça je crois que c'est quand même non pas la faiblesse mais la force de ce groupe, et c'est assez rare, notamment à gauche en France, de voir une telle pluralité. Bon. Et pour l'instant ça tient, donc je souhaite pour 2021 que ça continue à tenir. J'en viens ensuite au bilan, c'est déjà un élément de bilan par rapport à nous-mêmes aussi. Un élément aussi par rapport à la municipalité en place, c'est pour dire que les craintes que nous avions, elles étaient fondées. Et qu'on voit aujourd'hui se mettre à l'œuvre, même s'il y a un caractère un peu atone de la période, on voit à l'œuvre un certain nombre des dérives du pouvoir municipal en place. D'abord une dérive autocratique, hein, avec la concentration du pouvoir municipal dans les mains d'un seul. Le maire, François Comène, qui d'ailleurs, on le voit, quand il s'agit des indemnités et des frais de bouche, prend le maximum de ce que la loi lui permet. 20 000 € à la ville pour les frais de bouche, 20 000 € de frais de bouche à l'agglomération. Donc il aura de quoi effectivement manger quelques galettes au mois de janvier, pour 40 000 € par an, pour une seule personne. Mais par contre, quand il s'agit de démocratie, et Laura y reviendra peut-être tout à l'heure, là on fait le minimum de ce qui est possible en termes d'innovation démocratique, d'association des citoyens et même de respect de l'opposition. Nous vous d'ailleurs invitons à constater que ces locaux affectés à l'opposition ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce que nous réclamons depuis longtemps, parce que nous-mêmes, nous pourrions être dans cette situation, mais nous avons aussi vocation éventuellement à recevoir des citoyens qui vont nous interpeller, qui ne peuvent pas le faire dans des conditions normales. Donc une dérive quand même du pouvoir et de concentration du pouvoir, d'opacité qui est maintenue sur un certain nombre de sujets. On pourrait y revenir. Nous demandons des informations, nous demandons des documents, ils ne nous sont pas transmis.
Une dérive, oui, le mot n'est pas trop fort, antisocial, comme vient de le dire Véronique Gallioba-Risolo. Parce que quand dans la crise sanitaire qu'on vit, alors qu'il y a déjà 25% de taux de pauvreté à 7, et que ce taux a forcément augmenté dans la période actuelle, et que malheureusement, on peut avoir la crainte d'une augmentation de ce taux de pauvreté dans la ville, lorsqu'on envoie comme signal la baisse d'1 million d'euros du budget du Centre communal d'action sociale, eh bien, il y a quand même là une dérive, oui, antisociale. Donc une dérive anti-autocratique, une dérive antisociale. Et puis, je voudrais m'arrêter sur le point sur lequel j'avais informé mes collègues que je souhaitais intervenir. C'est une dérive sur le plan urbanistique. C'est quand même ce qui a fédéré une majorité de Sétois, d'ailleurs, hein, puisque je veux rappeler quand même que le pouvoir municipal en place est minoritaire. Hein, il fait 46% des électeurs. L'ensemble des oppositions représente plus de 53% des Sétois qui sont déplacés. En tout cas, ce qui a fédéré beaucoup de Sétois, c'est la question urbanistique. Et aujourd'hui, on a vu que dès le lendemain de l'élection, en fait, ce qui avait été même parfois dissimulé, caché aux Sétois, est en train de se réaliser. On nous ment en nous parlant d'un plan de végétalisation de la ville, alors qu'il y a en ce moment à l'œuvre un plan de défiguration de la ville. Hein, et un plan d'urbanisation frénétique. Et ça a commencé notamment au boulevard de Verdun, juste à côté des services du conseil départemental. C'est un immeuble de plusieurs étages qui viennent de prendre place aux abords de l'échangeur. Il sera encerclé par 2 autres. Ce sont donc bien des milliers de logements qui vont continuer d'être édifiés entre l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers et l'hôpital de Sète, et même après, puisque les fameux 500 logements, qui étaient prétendument une rumeur aux abords du cimetière Le Py, vont bien être construits. Et c'est déjà aujourd'hui une dégradation des conditions de vie des Sétois, notamment en termes de circulation. Le boulevard de Verdun est impraticable. Pour entrer dans la ville aujourd'hui, je l'ai encore constaté cette semaine, j'étais sorti de la ville, puisqu'aujourd'hui on peut avant 20h sortir de la ville sans autorisation. Il faut plus d'une demi-heure pour rentrer dans la ville vers 17h, 18h. Donc lorsque viendra s'y ajouter la fameuse entrée Est, on sera dans des conditions dramatiques. Donc nous continuons de demander, même si la campagne est terminée, comme nous l'avions fait dans nos listes, nous continuons de plaider pour la gratuité des transports en commun. Et notamment, nous demandons au maire de Sète de faire preuve au moins de pragmatisme et d'imiter ce qui se fait déjà avec succès à Montpellier avec notre ami Mickaël Delafosse, qui a mis en place la gratuité des transports le week-end. Voilà. Moi, nous disons à François Comène de ne pas être sectaire et idéologue, mais d'être pragmatique et d'essayer de faire ce qui se fait de bien autour. Et nous inviterons à mobiliser les Sétois aussi sur la question de l'aménagement de l'entrée Est. On peut être pour l'aménagement de l'entrée Est, mais il y a au moins un point sur lequel on est fondamentalement contre, c'est l'édification de tours de 50 mètres, qui sont bien évoqués dans tous les documents qui nous ont été présentés. Laurent Hercé a pu en parler au conseil municipal. Et nous prendrons des initiatives prochainement pour inviter les Sétois à se mobiliser, notamment autour de cette question-là précisément, parce que là, au-delà de la dégradation potentielle des conditions de vie des Sétois en termes de circulation, etc., et d'urbanisation, comme on l'a dit, il y a aussi la défiguration du territoire et le fait d'abîmer l'âme même de ce territoire. Hein, c'est-à-dire qu'on propose aujourd'hui, en 2021, de faire ce que même Franco a arrêté de faire en Espagne à la fin des années 60 à Benidorm. Bon. Et tout à fait, je crois que justement, ça permet une transition avec Laurent Hercé qui voulait continuer à s'exprimer sur les questions d'urbanisme. Laurent ou Philippe qui va parler d'influence? Bon, très rapidement, mais bon, là, je vais peut-être plutôt m'en appuyer sur la forme. Il y a effectivement une débâcle sociale, une débâcle urbanistique, mais bon, on peut noter aussi avec le cynisme avec lequel c'est fait. Aujourd'hui, on nous vend une carte postale, on nous vend une image de Sète, mais on oublie effectivement toute la problématique sociale. Alors, vous savez, j'ai vu là ce matin, tous les réseaux sont aujourd'hui abondés de la médaille de citoyen d'honneur qui est donnée à Andy Delors, qui mérite amplement. C'est un parcours individuel, magistral, symbolique, et qui va servir d'exemple.
Mais comme le disait Véronique, il y a depuis des mois des gens qui se battent dans les associations d'aide aux plus précaires, aux SDF, à des gens qui aujourd'hui ne peuvent plus se nourrir. Cela, ils mériteraient aussi la médaille de la ville. Et c'est un peu ce que je veux dire, c'est que, en fait, Comègne est en train de vouloir imposer une image de la ville qui est une... En fait, c'est une ville qui ment. C'est pas Sète, c'est pas la ville qui nous dépeint tous les jours. Il y a ce cynisme effronté qui est en permanence. Et ensuite, il y a toujours ce flou. Vous savez, on est tous pères de famille ou mères de famille et on essaye de gérer nos budgets au mieux aujourd'hui. Eh bien, la ville de Sète, c'est pas un problème quand vous avez un membre de la famille qui puise dans les ressources publiques, dans les ressources communes. On a aujourd'hui la Chambre régionale des comptes qui a dénoncé le fait que l'ancien directeur général des services avait touché près de 100 000 euros, que l'ancien directeur de cabinet avait touché près de 6 000 euros. Et puis ça, bon, mais voilà, c'est fait, on acte, on entend, mais on fait rien, on se cantonne juste de le signaler. Bon, là aussi, nous, on aimerait peut-être une action beaucoup plus forte de la ville, qui est carrément d'aller devant la justice et de porter plainte. C'est ce qu'on ferait en père de famille, on interdirait un membre de la famille de se conduire dans cet état-là. Et là, certes, ce n'est pas un souci, ça fait presque partie du folklore local, au même titre qu'on a un aménageur qui nous montre le vendredi par des belles images de synthèse le prochain pont qu'on va avoir sur le canal CRRN, et le jour même, il expulse d'une manière très qui pose aujourd'hui une question, et d'ailleurs le juge va devoir se positionner là-dessus, expulse sans problème trois personnes d'un squat qui était situé sur la même zone. Voilà, donc on a l'image de Midi Libre, on a l'image que veut donner la ville, et après on a la réalité de ce qui se fait. Voilà, sur cette même. Et oui, on expulse en plein hiver 3 personnes. Je crois que la ville, il n'y a pas de Midi Libre. Ouais. Il n'y a pas de mise en cause. Monsieur Lacour va pas mal le prendre. En tout cas, la photo est sur le journal. Les Je veux dire, habitués. bien sûr. Voilà, donc, de toute façon, si nous, on nous cantonne aussi dans une certaine forme, la ville sait aussi utiliser les formes de communication dans ce qu'elle veut pour vendre cette image. Aujourd'hui, on a la ZAC de l'Ouest qui a 2,5 millions de déficit, mais on n'en parle pas. On a une ZAC de l'Ouest qui aujourd'hui, effectivement, sur un modèle qui est complètement dépassé, avec des commerces en rez-de-chaussée, de l'habitation ou des bureaux dessus. 46% de la zone n'est pas habitée, ça sert simplement à du R&B ou à de l'habitat secondaire. Bon voilà, on est en train de faire une ville qui d'abord nous ressemble pas, et une ville qui est amenée à exclure. Aujourd'hui, dites-moi, qui peut se loger d'une manière facile à Sète? Voilà, ça devient une problématique. Et dans le même temps qu'on dit ça, on a quand même 2500 logements vacants, dont 1700 qui sont classés aujourd'hui par la Chambre régionale des comptes comme étant du logement indigne. 1700 logements indignes à Sète. Et ça, pareil, alors on va nous vendre l'écoquartier, on va nous vendre le beau jardin là, mais à côté de ça, il y a 1700 logements indignes avec des gens qui vivent à l'intérieur. Je veux dire, alors là encore une fois, on nous oblige, et la méthode de Comègne, elle est difficile parce qu'il oblige l'opposition à être dans une opposition de roquet. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un dialogue normal entre élus, entre des gens qui sont intéressés par la chose publique, qui à un moment donné sont en capacité, et on le démontre à l'intérieur, de dépasser de la divergence politique dans l'intérêt général. On n'arrive jamais à avoir ce type de débat en conseil municipal. Automatiquement, on est, alors, la plupart du temps, pas écouté, absolument pas écouté, mais quand je dis pas écouté, c'est pas au sens figuré, c'est y compris au sens propre, c'est-à-dire on s'exprime dans une enceinte qui est l'enceinte d'un lieu qui est le lieu de la démocratie, où ouvertement les gens discutent entre eux, quand le maire ne se lève pas pour aller vaquer à notre occupation et revenir un temps après, c'est-à-dire on discute dans le vide. On discute, ce n'est pas du débat. Il n'y a aucun débat aujourd'hui au sein du conseil municipal sur des questions qui pourraient en plus nous rassembler. Des questions qui pourraient nous rassembler et des questions sur lesquelles on pourrait discuter. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment sur aujourd'hui la forme. Alors, le mépris qu'on pourrait nous avoir comme élus, c'est une chose, mais quand ça devient du mépris pour sa propre population, là,
ça n'est une entrave.